Je voudrais aussi profiter du fait que vous soyez là et qu'on soit en direct. Je sais qu'il nous regarde. Quelqu'un qui voulait être là mais qui n'a pas pu être là, c'est Salah El-Wadia, président du mouvement d'Amir. Et voilà, on lui dit coucou, peut-être qu'il nous regarde, peut-être pas, mais en tout cas, je lui ai promis de passer ses salutations à la salle. Merci. J'appelle sans plus tarder l'ami Dr Zoher, sous vos applaudissements. Voici un médecin qui a changé la perception de la médecine dans ce pays. Il n'a pas fini de faire des dégâts. J'aimerais qu'on oublie le boulot pour qu'ils espèrent beaucoup de sentiments. Très bien, salam alaikum. Bien, je suis très content d'être là avec vous. Je remercie Cézine qui m'a invité. Et effectivement, changer, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un beau titre, en fait. Avant-hier, j'ai reçu une patiente qui est venue dans mon cabinet, qui a été fermé, qui est réouvert pour les patients démunis. Cette femme, elle a 52 ans. Elle a une maladie chronique, une sclérodermie. Elle était femme de ménage pour élever ses enfants. Elle a maintenant des œdèmes au niveau des mains, donc elle ne peut plus faire le ménage. Elle a un mari qui a un cancer et qui a une poche. Et son enfant qui a 27 ans, qui travaille pour eux, il a été frappé par des malfrats, il ne travaille plus. Cette femme saine, donc elle a été dans le centre de santé, et du centre de santé, on l'envoie vers le centre la Selma pour les cancéreux, parce qu'on pense qu'elle a un cancer. Elle est vue par un médecin, le médecin l'examine, lui dit, écoutez, il faut une écho, on ne peut pas la faire ici, on va la faire dans 2 jours dans un cabinet privé, il faut amener 300 dirhams. Cette femme va mendier 300 dirhams, elle voit le médecin l'examine, lui fait l'écho, il lui dit, il faudra enlever ce que vous avez dans le col, il faudra faire ça par laser, le mot laser est toujours magique, et pour cela il faut 4500 dirhams. Et en fait, en me racontant son histoire et en voyant sa tête avec un djellaba délavé, avec un fichu délavé, j'ai eu une colère mais incroyable. Comment un médecin qui travaille pour une fondation peut détourner les malades vers le privé? Et si on veut changer quelque chose en médecine, c'est ça qu'il faut changer. Et en fait, moi j'ai préparé quelque chose, mais je pense que ça ne servira à rien. Parce que je voudrais parler du Maroc, pas parler du monde. Je vous montrerai des photos après si vous voulez. Mais si tout mon périple dans le monde depuis 20 ans, j'étais très enthousiaste d'entendre la petite jeune de Marrakech qui parlait avec un élan d'enthousiasme. C'est vraiment, vous avez raison, c'est contagieux ce que vous avez, c'est magnifique. Mais à votre âge, moi je suis né d'une famille intermédiaire et ma mère avait la sécurité sociale, enfin une assurance dans le temps. J'étais malade, souvent quand j'étais petit, et je ne connaissais pas l'hôpital public. À 21 ans, j'étais en 3e année de médecine, très heureux, avec ma petite blouse. Et mon premier service, c'était les urgences. Et aux urgences, je voyais les malades se faire maltraiter. Vous avez employé le mot, toujours d'actualité, hugra. Et le hugra, c'est une maladie, en fait. Parce que celui qui était mahgour hier, tout de suite, quand il a une blouse blanche, une casquette de policier, il hugra le lendemain. Ça devient une maladie dans notre société que pour la guérir, je pense qu'il faudra vraiment un électrochoc. Il faudra un électrochoc parce qu'on vit en schizophrénie. Alors, en voyant les malades, en ayant 21 ans, se faire maltraiter aux urgences, j'ai eu le choc de ma vie. À mon âge, je n'ai pas encore grandi. J'ai toujours le choc. Et si tenter grandir, c'est s'habituer à l'injustice, donc je conseille à tout le monde de ne jamais grandir. Parce que grandir pour accepter l'injustice, ou pire, il y en a qui aident pour l'injustice, c'est ça qui est dangereux. Alors c'est ça en fait mon moteur qui a fait de moi que je voulais, très jeune, comprendre comment ne pas être un très bon médecin. Il n'est pas important d'avoir ni des grandes villas, ni de grandes cliniques, comme dit mon collègue tout à l'heure, parce qu'avoir une clinique, c'est avoir plus de problèmes qu'autre chose actuellement. Mais de réfléchir comment cette santé peut arriver aux gens qui n'en ont pas. Et arriver, ça demande un apprentissage, parce qu'on n'enseigne pas dans toutes les écoles, on n'enseigne pas de médecine de guerre. On n'enseigne pas comment amener la santé. Ce qu'on fait actuellement dans notre pays, malheureusement, ce sont les caravanes.
Les caravanes, c'est une grande foutaise. C'est ce qui n'a pas permis à la santé rurale de se développer, parce qu'on ne soignait pas un malade quand nous, on veut bien se déplacer chez lui. Tout le temps. Et donc, un malade doit avoir un circuit de soins pas cher, équilibré, pensé, mais efficace. Par contre, nous, maintenant, on est dans l'inefficacité héréditaire. C'est pour ça que quand je vous pose tous la question sur la santé publique au Maroc, vous allez me répondre par toujours des réponses négatives. Alors si je vous demande des avis sur les médecins, je préfère ne pas écouter parce que ça sera que des avis négatifs à part quelques exceptions près parce que la masse est mauvaise, donc le système est mauvais. Vous vous rendez compte qu'au Maroc, un médecin finit son cursus à 25 ans et qu'il veut travailler en santé publique, il doit attendre plusieurs mois sans salaire et quand il est affecté, il n'a pas de logement et ce médecin donc devrait travailler dans des conditions précaires. L'infirmier va lui montrer comment il doit faire. Il va lui dire tu ne viens que le jour du marché et tu fais des certificats illégaux. Voilà comment le système malsain rend quelqu'un de bon, quelqu'un mauvais. Donc parce que c'est le système qui fait l'homme. Ce même médecin, moi j'en connais des collègues qui étaient des malfrats ici. Quand on les a mis des systèmes bons et qui punit mais qui donne des bonnes conditions de travail, il devient forcément bon parce qu'il ne peut pas dévier. Alors ma petite histoire, moi, elle est un peu spéciale. Donc ça vient de ce concept de vouloir changer, de vouloir en fait changer d'abord soi-même, parce que vous savez, dans le français, on apprend deux verbes quand on est à l'école. On prend le verbe être et le verbe avoir. On ne prend jamais le verbe avoir avant le verbe être. Be or not to be. D'abord, il faut être avant d'avoir, parce que je peux vous donner ce que vous voulez. Si vous n'êtes rien, vous restez rien. Ce n'est pas en ayant de belles choses que vous devenez quelque chose. Vous pouvez être quelqu'un avec rien. D'ailleurs, nos ancêtres, ils n'avaient rien. Mais ils étaient des hommes et des femmes de grande envergure. Ils n'avaient même pas, je pense que la plupart de nos grands-mères n'ont pas été à l'école, mais elles avaient la conception de la vie. Elles savaient faire et elles savaient transmettre. Et ce sont des femmes et des hommes, bien évidemment, respectables et respectés. Alors, moi, donc, en fait, j'ai fait un parcours un peu spécial, enfin, pas spécial, je suis de la faculté de médecine de Casablanca, ensuite je suis parti en France, et donc j'ai rencontré le mouvement de French Doctors, les mouvements de Médecins sans frontières. C'est un mouvement ça c'est des photos qui ont pris à Gaza, c'est un mouvement en fait qui m'a rapproché de la médecine humanitaire, comme j'avais ce souci de dire, moi je viens d'un pays où j'ai besoin d'apprendre comment aider les gens, il faut que j'apprenne quelque chose en dehors de la médecine. Et c'est la médecine en fait d'approche. J'ai trouvé chez ces Européens cette médecine d'approche très intéressante, des gens animés par autre chose que le gain. Et ça, c'est vraiment très important à apprendre. Et en fait, la médecine humanitaire, c'est plein de définitions comme j'ai marqué, mais c'est surtout une forme d'action et un ensemble d'obligations qu'on se fait à soi-même. Et surtout, en fait, elle a été bien évidemment débutée par les guerres pour rendre la guerre un peu plus sympathique. La médecine humanitaire, elle est née après la guerre de Solferino par un Suisse. C'est pour ça que la Croix-Rouge, c'est le drapeau suisse inversé. Et ce n'était pas un médecin, parce que beaucoup de gens veulent aider. Ils disent « Ah, moi, je ne peux pas aider parce que je ne suis pas médecin. » C'était un banquier. C'est un banquier qui a réfléchi comment adoucir la guerre et qui a créé le Croix-Rouge et après, il a le médecin. Et moi qui travaille avec Médecins sans frontières et Médecins du monde, plus de la moitié du staff, ce ne sont pas des médecins, mais ce sont maintenant des logisticiens, des administrateurs, parce que la médecine, pour être, il lui faut tout un ensemble de choses autour qui lui permet donc d'accéder aux gens. Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Alors, je voudrais vous dire autre chose. C'est que la médecine humanitaire ne peut pas remplacer ce que essaie de faire maintenant Zine avec son mouvement et tout. Ne peut pas remplacer la politique. La médecine humanitaire, d'ailleurs, Médecins sans frontières n'a pas eu le prix Nobel de médecine, a eu le prix Nobel de la paix, parce que quand on va quelque part, on peut soigner un peu, on peut témoigner. Ce que j'essaie de faire actuellement en Syrie, ce sont ces choses que j'ai appris de la médecine humanitaire, c'est soigner clandestinement. C'est pour ça que même quand j'ai ouvert mon cabinet à Casablanca, je n'avais pas besoin d'autorisation. Mais en fait, après, je l'ai eu parce que je pensais que c'était l'affaire de quelques jours. Mais ça m'a pris 6 mois. Parce que bon, ils ont trouvé que j'allais faire la médecine
pas illégale, ou même des gros mots comme ça, ou bien la concurrence déloyale, carrément. Et après, en fait, on peut soigner clandestinement, on peut témoigner, et il faut aller là où les autres ne vont pas. Actuellement, je suis dans cette crise très dure qui est celle de la Syrie. J'utilise bien évidemment mes origines arabes et qui pour une fois, sont quand même un avantage important parce que je parle l'arabe, je peux enseigner en arabe et je peux passer la frontière en me faisant passer pour un Syrien, ce qui facilite mon entrée dans le territoire qui est actuellement interdit à tout étranger, bien évidemment avec l'apparition de Daesh et des groupes difficiles. Mais on peut toujours négocier, il faut à condition d'avoir en fait des règles à suivre, mais on peut en parler après si vous souhaitez. Alors, juste après, enfin, je vais vous montrer un petit peu quelques photos. Je vais passer vite parce que ça, c'est vraiment un topo qui fait 2 heures sur la médecine humanitaire. Mais pour vous dire que l'humanitaire, petit à petit, comme il essaie de faire maintenant avec ce mouvement, parce que je me suis renseigné un peu avant de venir, c'est que petit à petit, avec l'action, ce que j'essaie de faire tous les jeunes qui se sont présentés, avec l'action, on peut aboutir, quand on fait une bulle autour de soi, on peut changer les choses. On peut changer les choses, c'est que l'humanitaire a permis de faire le droit et la morale humanitaire, et ensuite, il est passé de quelque chose. Vous connaissez Kouchner, il est passé du devoir d'ingérence au droit d'ingérence. Et en fait, cette ingérence, malheureusement, elle est contre nous actuellement parce que c'est dans nos pays qu'on s'ingère, dans les pays arabes et musulmans, et cette ingérence n'est pas toujours bien vue. Mais ça, c'est de la géopolitique, on va laisser ça pour après, pour revenir toujours à nos actions. Donc, je voudrais juste vous montrer quelques photos sur la crise de... Un peu mon parcours. Alors, j'ai travaillé avec toutes ces ONG, avec Aide médicale internationale, Médecins du Monde. Je suis gynécologue, je travaille avec gynécologie médecin. J'ai créé Médecins du Maroc en 2003 en France, mais malheureusement, je suis resté le seul médecin. Donc, après, maintenant, je travaille plus avec des Palestiniens qui sont très motivés. Donc, avec eux, j'étais plusieurs fois en Cisjordanie, une fois à Gaza, et actuellement avec les Syriens, avec l'USSM, c'est une organisation de soins de santé médicaux. Je suis responsable de formation. J'ai fait ces pays depuis donc maintenant 15 ans que je fais ça, les Comores, l'Inde, l'Afghanistan, l'Éthiopie. J'ai fait beaucoup d'Afrique, alors au Moyen-Orient, la Cisjordanie, à Gaza. Et au Maroc, en fait, je travaille toujours clandestinement depuis 2000 parce que j'étais toujours invité par mes amis dans les blocs opératoires où je leur enseigne ce que j'apprenais en France, parce que si j'attends une autorisation du ministère, elle ne viendra jamais, bien évidemment, parce qu'on est un pays de suspicion, et la suspicion, quand elle dépasse l'action, on travaille dans un climat de défiance. Et la défiance est très difficile pour l'économie, très difficile pour le partage. Vous voyez là, on a applaudi tout à l'heure un jeune qui a eu un exploit. Ça veut dire quoi, cet exploit? Juste donner des cours supplémentaires à des jeunes qui en ont besoin. Ça devait être la règle, ça. Ça devrait être la règle que quand on a des diplômés qui veulent aider les moins fortunés intellectuellement, on doit leur ouvrir grandes les portes et même essayer de les chercher. Mais là, en voulant enseigner, on a applaudi comme si c'était un exploit. Alors actuellement, ce que je fais, en enseignant aux sages-femmes de santé publique, j'ai trouvé un donateur et je leur fais ça dans les hôtels. Parce que je ne demande même pas à l'hôpital public, je ne demande pas aux instituts de formation d'aller enseigner chez eux, parce que je sais qu'à la dernière minute, quelqu'un va me dire, écoutez, c'est pas possible, et en plus, qui vous êtes? Et en plus, pourquoi vous voulez faire ça? Mais en fait, le donateur, lui, a compris. Parce que je lui ai dit, vous savez, les sages-femmes au Maroc travaillent comme en état de guerre. Elles sont dans les remontes Ilia, dans des coins perdus, très loin des centres de santé, très loin des blocs opératoires. Quand elles ont des complications d'accouchement ou des complications de nouveau-né, si elles ne peuvent pas travailler très vite et si elles ne connaissent pas la bonne manière, on va avoir des mortalités maternelles qui vont augmenter, on va avoir de la morbidité et on va avoir de la mortalité néonatale. Au Maroc, on a un chiffre de nouveau-nés qui meurent exorbitant, et ceux qui vivent peuvent vivre avec des handicaps. Alors, dans une boutade, j'avais écrit un article en disant « ça ne sert à rien de travailler sur les handicapés parce qu'on les fabrique. Parce que notre pays fabrique les handicapés. Les femmes qui ont accouché dans des cliniques savent que pendant un accouchement, on doit faire un monitorage. C'est-à-dire on doit
comme le film Urgence, monitorer quelqu'un de grand, on monitore un bébé. Dans les centres d'accouchement publics au Maroc, on ne monitore aucun enfant. Donc les enfants peuvent faire des souffrances fœtales tranquillement et ils vont naître avec des handicaps. Et si la sage-femme qui les accueille n'a pas les moyens et n'a pas la formation nécessaire de les sauver pendant les 2 premières minutes, elles peuvent donc avoir crever ou bien avoir des handicaps. Parce qu'en appelant le médecin, en essayant de faire un transfert, ça prend du temps. Et vous voyez maintenant actuellement dans les montagnes, on a toujours des photos de femmes portées à 4 pour traverser, alors c'est pour trouver la voiture, pour trouver ceci. Et en fait, pourquoi moi j'ai réussi un peu? C'est que je suis sorti de ma place de médecin vers la place de logisticien et je me mets à la place de la femme, je me mets à la place de la famille. Si je suis quelque part et que je veux arriver à un... Qu'est-ce qu'il me faudra? Donc il me faudra le mulet, il me faudra après Khtaf, et après il me faudra arriver au centre de santé, et il me faudra après arriver dans la grande ville, il faudra que la famille dorme dehors. Vous voyez le parcours du combattant? Pourquoi le Maroc perd des femmes? Parce que je pense que le premier des droits des femmes, c'est la survie après un accouchement. C'est le premier des droits d'abord, c'est pouvoir vivre. Et après vivre, on peut à ce moment-là mettre ce qu'on veut et on peut étudier et on peut faire des trucs. Je pourrais parler pendant 2 heures, mais je pense que ça suffira.